bienvenue à ce nouveau numéro de Maginfo. Alors après avoir arpenté les allées ensoleillées du Parc Royal, nous voici aujourd'hui dans un autre lieu hautement symbolique de la ville de Bruxelles, le musée des sciences naturelles. Nous remercions d'ailleurs pour son chaleureux accueil et nous vous informons d'ores et déjà que cette séquence se terminera par une interview de deux de ses collaborateurs, Sébastien Olive, paléontologue ici au musée, et Gérard Cobuff, concepteur d'exposition. Les vacances scolaires sont l'occasion pour les étudiants de faire des petits boulots et de ramasser un petit peu d'argent. C'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur la législation qui réglemente le travail des étudiants. Jusqu'à présent, le système prévoyait que les étudiants étaient habilités à travailler 23 jours pendant les vacances scolaires et 23 jours le reste de l'année. Mais la législation a changé et la loi qui est entrée en vigueur le 1er juin de cette année prévoit que désormais les étudiants ne pourront travailler que 50 jours maximum sur l'année, vacances scolaires comprises. Une disposition de la loi est particulièrement délicate pour le secteur de l'Horeca. En effet, la loi prévoit que toute fraction de journée sera automatiquement considérée comme étant un jour complet de travail à déduire du contingent de 50 jours. Or, il n'est pas rare que les cafés, les hôtels ou les restaurants n'aient besoin de main-d'œuvre étudiante que pour une portion restreinte d'heures sur la journée. Ainsi, si l'étudiant vient travailler pendant une grosse affluence d'un café ou pendant que la salle est comble dans un restaurant, il perdra automatiquement un jour complet de son contingent de 50 jours. Une situation particulièrement désavantageuse, aussi bien pour le travailleur que pour l'employeur. Bien souvent, les étudiants n'ont par ailleurs qu'une connaissance très limitée de la réglementation en matière de travail d'étudiants et c'est aux employeurs de l'Horeca qu'il incombe de gérer les questions qui s'y réfèrent et de faire l'administration de ces étudiants. Alors pour offrir aux employeurs et aux étudiants un aperçu du nombre de jours qu'ils ont déjà prestés et du nombre de jours à planifier, par le biais d'un système d'attestation, un site internet a été spécialement créé à cette fin en décembre 2011. Il s'agit du site www.studentatwork.be. Une utilisation systématique de ce site devrait permettre d'éviter de dépasser le contingent des 50 jours. Néanmoins, un recensement a été fait sur les 4 premiers mois de l'année, révèle que seules 30 000 attestations ont été rédigées, alors que plus de 500 000 déclarations d'IMONA ont été établies. Concrètement, en cas de dépassement du contingent, bien évidemment, aussi bien l'employeur que le travailleur seront pénalisés, seront sanctionnés. À partir du moment où toute infraction va entraîner l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales à un taux normal au-delà du 51e jour. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la contribution de solidarité, par exemple, d'application pour un quota de 50 jours, s'élève à 2,71% pour un étudiant et de 5,42% pour l'employeur, alors que le tarif normal s'élèverait à 13,07% pour l'étudiant et à 35% pour l'employeur. Le calcul est donc clair, autant éviter le dépassement des 50 jours et faire tout ce qu'il faut pour rester dans ce contingent des 50 jours. De nombreux cafés se sont pourvus de machines à sous. C'est l'occasion pour nous de revenir brièvement sur la législation qui régit les jeux de hasard. Cette législation particulièrement restrictive en Belgique date de 1999. Une législation adoptée selon le Conseil d'État pour protéger l'homme contre son attrait indéracinable pour le jeu. Selon Willy Michiels, le président de l'Union belge de l'automatique, c'est une réglementation qui est vraiment nécessaire dans la mesure où les jeux de hasard souffrent encore d'une réputation particulièrement négative, aussi bien auprès de la population qu'auprès des politiques, alors qu'en réalité, les jeux de hasard sont strictement réglementés et qu'il n'existe plus de zone grise. Comme le rappelle Willy Michiels, l'homme a toujours été attiré par les jeux de hasard depuis l'époque romaine. Il vaut donc mieux bien les encadrer que ne pas les encadrer du tout. D'autant plus qu'une absence de réglementation laisserait le champ libre à la parfaite illégalité. Les machines à sous constituent une source de revenus importante pour les cafés, une source non négligeable en ces temps de crise, surtout que les cafés souffrent de l'interdiction de fumer. La présence de machines à sous dans un café augmenterait l'attrait du café pour la clientèle. La législation belge est l'une des plus sévères d'Europe. Pour accéder aux salles de machines à sous, il faut d'abord être âgé de 21 ans et dans les cafés, la participation aux jeux de hasard est strictement interdite aux mineurs. Une législation stricte qui se justifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la protection des joueurs. Pour s'assurer du respect de la loi, une obligation d'enregistrement et d'identification a également été instaurée depuis 1999. De plus, des limites maximales concernant les sommes que l'on peut miser ou perdre ont été instaurées. Par ailleurs, pour placer des machines à sous dans les cafés, il faut répondre à un certain nombre de conditions. Les exploitants doivent ainsi être en règle en termes d'impôts, de sécurité incendie, d'hygiène, etc. et doivent présenter patte blanche en présentant un extrait de leur casier judiciaire. C'est au bourgmestre qu'il reviendra de vérifier et de contrôler l'établissement. Des normes strictes qui sont tout à fait nécessaires dans la mesure où il existe à travers l'Europe près de 15 000 sites de paris, dont la plus grande partie sont des sites illégaux.
Et pour clôturer ce Mag Info, une information qui ravira les gourmets et les gastronomes. En effet, la Belgique s'est sélectionnée pour la finale des Bocuse d'Or. La finale européenne des Bocuse d'Or s'est déroulée à Bruxelles durant le salon professionnel Horeca Live qui s'est tenu à Bruxelles en mars dernier au Palais du Heysel. À cette occasion, 20 chefs européens disposaient de 5 heures pour préparer un plat de poisson et un plat de viande, dégustés et évalués par un jury international de Top Chef. Tandis que les autres chefs européens ont plutôt tablé pour une présentation classique en miroir, Robrecht Wissel, c'est notre chef belge, est ressorti des cuisines du concours avec un paysage marin, blanc, agrémenté de crevettes vivantes. Et pour son plat de viande, Antoine Van Luck lui avait confectionné des couverts avec les pâtes bleues du poulet de braise. Le jury international, composé de Yves Matagne, d'Alex Attalin et de Pierre Winans, a désigné les 12 candidats chanceux pouvant aller à Lyon, et parmi eux, la Belgique. Si la Scandinavie l'a emporté haut la main, avec la Norvège en première position, suivie par la Suède et le Danemark, la Belgique s'est classée en 8e position. La finale du Bocuse d'Or se déroulera donc à Lyon, les 29 et 30 janvier prochains, à l'occasion du salon Sirin, et la Belgique y sera. Monsieur Coput, bonjour et merci de nous accueillir au Musée des Sciences Naturelles. Alors vous m'avez dit que vous étiez concepteur d'expo ici au musée. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu à quoi ça correspond, cette fonction de concepteur ? Eh bien, ça veut dire qu'en gros, on me donne le sujet d'une exposition dont on a décidé qu'elle devait avoir lieu. Et puis, il appartient à moi et à mes collègues de débroussailler ce sujet, de comprendre ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans, et puis de trouver les moyens de le présenter au public d'une façon attractive, compréhensible, intéressante, passionnante, s'il y a moyen. Alors justement, on est en plein été. Est-ce que vous avez organisé des expositions particulières à destination d'un public cible, ce sont les vacances, donc on pense bien évidemment aux enfants. Avez-vous organisé des expositions particulières à ce sujet ? Alors nous n'avons pas vraiment des expositions pour l'été destinées aux enfants parce que c'est un petit peu compliqué pour 2 mois d'été. Vous savez, les mois d'été, c'est toujours un peu compliqué pour nous. Si le temps est très 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 beau, mais les gens vont plutôt à la plage que de venir au musée. Ce que nous essayons de faire de toute façon, c'est de prévoir pour les enfants des activités, des ateliers, des choses qui leur sont spécialement dédiées et qui leur permettent de se promener dans le musée avec nos animateurs et de bien comprendre, de s'amuser et de profiter un petit peu du musée des sciences naturelles. Alors, outre les enfants, bien évidemment, de la ville de Bruxelles et autres, est-ce que vous avez l'impression que dans votre public, pendant l'été, vous avez un public important composé de touristes étrangers qui viennent spécialement au musée des sciences naturelles ici à Bruxelles ? Nous avons des touristes, on veut toujours en avoir plus d'ailleurs, mais nous en avons, ça représente selon les moments entre 12 et 15% de nos visiteurs et nous essayons que notre musée soit accueillant pour eux aussi. Nous concevons par exemple toutes nos expositions maintenant en 4 langues, de façon à avoir au-delà du français et du néerlandais qui sont incontournables, l'allemand et l'anglais comme langue internationale. Et vous nouez des collaborations avec d'autres musées à travers l'Europe ou à travers même le monde ? Oui, les collaborations sont très importantes pour les musées de sciences comme pour les autres d'ailleurs. Et nous avons régulièrement des coproductions qui sont faites, des expos qui sont coproduites avec des musées des Pays-Bas, du Danemark, d'Allemagne. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors l'été se termine bientôt. Je suppose que vous travaillez d'arrache-pied sur la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le programme de l'automne prochain ? Alors oui, là, en avant-première, le programme de l'automne, c'est une grande exposition sur la préhistoire. Son titre, c'est Préhistoire Do It Yourself. Ça veut dire que le visiteur va vraiment se mettre dans la peau d'un homme préhistorique. Ça ne veut pas dire endosser une fourrure sur le dos. Ça veut dire qu'il va essayer de retrouver les gestes précis, les gestes techniques précis que nos ancêtres faisaient, par exemple, pour tailler du silex. Les visiteurs vont pouvoir tailler du silex dans l'exposition. Ils vont aussi comprendre que ce n'était pas facile, que ça nécessitait, sapristi, une sacrée dose de capacité, d'intelligence, de préparation de ce que l'on va faire. Ils vont pouvoir chasser le bison avec une vraie lance préhistorique. Ils vont pouvoir allumer du feu avec du silex et de la pyrite, comme le faisaient nos ancêtres il y a 10 000 ans. Et traiter la peau des animaux, etc. Enfin, ce sera vraiment une occasion de s'immerger dans l'ambiance de la préhistoire, comme si on y était, et de se rendre compte que finalement, les hommes que nous appelons préhistoriques avec un brin de condescendance, eh bien, c'était des hommes à part entière, aussi malins, aussi futés que nous pouvons l'être aujourd'hui. Vous voulez dire qu'on va se retrouver dans un décor digne de la guerre du feu ?
Oh, pas à ce point-là. Non, non. Le décor sera très sobre. Nous aimons les décors épurés, mais on va vraiment avoir devant soi les outils de l'époque. On va pouvoir les essayer. On va comprendre comment, par exemple, vous pouvez, quand vous avez abattu un animal, traiter sa peau pour en faire non pas une espèce de vague truc puant, mais une superbe veste en fourrure. Et on comprendra que les hommes préhistoriques étaient aussi des douillets et des raffinés. Et cette exposition va commencer quand? Cette exposition s'ouvrira le 18 octobre. Elle durera combien de mois? Et elle durera 7 mois et demi, donc jusqu'à la fin du mois de mai 2013. Et avez-vous d'autres projets en chantier? Alors bien sûr, nous avons toujours plein de projets. Une exposition suivante est déjà sur les rails et elle s'ouvrira quelques mois plus tard. C'est une exposition sur les bébés animaux. C'est une grande première et elle sera particulièrement destinée évidemment au public familial qui viendra avec ses tout-petits voir comment font les tout-petits des animaux. Je vous remercie, Monsieur Cobut, en tout cas, la façon dont vous les exposez rend ces expositions à venir très intéressantes et je suis sûre que vous aurez un public très agréablement surpris. Un grand merci à vous. Merci. Sébastien Olive, bonjour. Vous êtes paléontologue ici au Musée des Sciences Naturelles, un musée qui peut se vanter d'avoir participé à une découverte majeure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour. Oui, alors courant de l'année dernière, en juin 2011, a été découvert un insecte complet, fossile, datant de 365 millions d'années, du côté de Namur. Alors c'est une découverte majeure. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette découverte justement est primordiale? Alors cette découverte est majeure parce que l'insecte est très bien conservé. On a très peu d'insectes fossiles, donc plus anciens que notre insecte, juste des fragments. Et par la suite, bien longtemps après, on trouve des insectes. Mais pendant toute une certaine période qui s'étale de 325 millions d'années à 385 millions d'années, on n'avait rien dans le registre des insectes fossiles et cette découverte vient combler justement ce vide de connaissances. Nous Qu'est-ce qu'on peut espérer apprendre finalement à partir de cet insecte? Alors cet insecte nous indique la morphologie des insectes de l'époque, donc quelque chose d'assez primitif. Donc nous apporte énormément d'informations sur comment les insectes étaient à l'époque. Et à quoi ressemblait visiblement le Strudiella à l'époque du Dévonien supérieur? Alors oui, on l'appelait Strudiella parce que la localité s'appelle Strud, donc c'est un petit rappel vis-à-vis de la localité. À quoi il ressemblait? Alors il avait 6 pattes sur le thorax, une tête bien différenciée, un abdomen et de longues antennes. Et voilà. Et de belles mandibules aussi. Et de belles mandibules. Quelle est la suite à donner finalement une fois que le musée a trouvé un fossile de ce genre? Qu'en faites-vous et qu'est-ce qu'il en advient? Alors ce fossile va intégrer les collections de l'Institut Royal des Sciences Naturelles. Il sera disponible à la recherche, c'est-à-dire tous les chercheurs du monde entier pourront venir l'étudier, apporter des informations complémentaires en fonction de ce qu'ils trouvent eux dans différentes régions du monde. Voilà. Est-ce que ce type de découverte permet d'accroître le rayonnement du Musée des Sciences Naturelles à l'étranger? Bien sûr, cette découverte est très importante, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle est dans un contexte paléontologique intéressant. Et bien sûr, il est conservé au musée, donc c'est le rayonnement du musée à travers le monde. Oui. Est-ce que vous avez travaillé avec des musées étrangers? Oui, pour cette découverte, le Muséum de Paris est associé, l'Université d'Uppsala, l'Université du Kansas, donc avec des Américains, et l'Université de Liège. Et le public aura bien évidemment l'occasion de voir ce fossile prochainement dans le musée ou pas? Ça dépend pas de moi, mais c'est vrai que ce serait une bonne idée, avec un bon système permettant de le voir, parce qu'il est très petit, il fait 8 mm de long, avec un système de loupe, ce serait intéressant de l'exposer. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est, c'est pas en projet. Okay, mais je vous remercie Sébastien, encore félicitations pour cette découverte et puis bonne continuation ici au musée. Merci beaucoup. C'est ici que le Mag Info se termine, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.